L'invitation au mariage de mon frère est arrivée accompagnée d'un mot, nous préférerions un chèque plutôt que ta présence. Alors, j'ai envoyé un chèque de 1 euro. Dans la case motif, j'ai écrit quelque chose. Ce soir-là, il m'a appelé, très en colère. Je m'appelle Adrien. J'ai 34 ans et je dois vous raconter la fois où mon propre frère a littéralement mis un prix sur mon existence. Je ne suis pas théâtral. Enfin, peut-être un peu théâtral, mais quand vous recevez une invitation de mariage avec un mot manuscrit qui dit en substance « Nous préférons avoir ton argent plutôt que ton visage », je pense qu'un peu de drame est mérité. Laissez-moi revenir en arrière et vous donner une vue d'ensemble, car cela ne sort pas de nulle part. C'est une histoire qui couve depuis environ 3 décennies et qui commence par le simple fait que mon frère Grégoire a toujours été l'enfant chéri. Et je ne dis pas cela de la manière vague dont tout le monde parle de ses frères et sœurs. Je veux dire que mes parents avaient littéralement un collage de photos encadrées dans le couloir qui était à 90% Grégoire et à 10% moi. Et la plupart de mes photos provenaient de clichés de groupes où l'on pouvait voir la moitié de mon visage derrière le coude de quelqu'un. Grégoire a 2 ans de plus que moi. En grandissant dans notre petite commune près de Lyon, il était la star du football, le roi du bal de fin d'année, le gamin qui pouvait charmer n'importe quel professeur pour arrondir un B- à un B+. Et écoutez, je rends le mérite acquis de droit. Grégoire a du charisme. Il entre dans une pièce et les gens le remarquent. Il a ce grand rire et cette façon de vous faire sentir que vous êtes la personne la plus importante au monde jusqu'au moment où il a besoin de quelque chose de quelqu'un de plus important. Ensuite, vous cessez tout simplement d'exister. Moi, j'étais le silencieux. J'aimais construire des choses. Des modèles réduits d'avions quand j'étais enfant, puis des ordinateurs quand j'étais adolescent, puis de vraies structures quand je suis allé à l'INSA Lyon en ingénierie civile. Je n'étais pas tapa accent grave l'œil. Je n'ai pas gagné de trophée ni vu mon nom dans le journal local. J'avais de bonnes notes, je ne m'attirais pas d'ennui et j'étais fondamentalement un meuble dans ma propre famille. Un meuble agréable et fonctionnel auquel personne ne pensait à moins d'avoir besoin d'un endroit pour s'asseoir. Nos parents, Nicole et Alain, n'étaient pas de mauvaises personnes. Je veux être clair à ce sujet. Ils n'étaient pas cruels. Ils étaient juste complètement et aveuglément déséquilibrés. Chaque conversation à l'heure du dîner tournait autour des matchs de Grégoire, de la petite amie de Grégoire, des perspectives universitaires de Grégoire. Quand j'ai été accepté au programme d'ingénierie civile de l'INSA Lyon, ma mère a dit « Oh, c'est bien, mon chéri ». Et a ensuite demandé à Grégoire s'il avait décidé de la couleur de la cravate qu'il porterait au bal de fin d'année. Je me souviens être assis là en pensant, je viens d'être accepté dans l'une des meilleures écoles d'ingénieurs de la région, et nous parlons de cravate. Mais je n'ai rien dit. C'était mon rôle. Adrien ne fait pas de vagues. Adrien est facile à vivre. Adrien va bien. Et j'allais bien, pour la plupart. Je suis allé à l'université, j'ai fait profil bas, j'ai obtenu mon diplôme parmi les premiers de ma promotion et j'ai décroché un emploi solide dans une société d'ingénierie structurelle à Lyon. J'ai construit une vie, pas une vie clinquante, mais une bonne vie. J'ai une maison, un chien nommé Milo, qui est objectivement le meilleur chien en vie, et une femme nommée Claire, avec qui je suis depuis 3 ans, et qui me donne l'impression que je vaux vraiment la peine que l'on fasse attention à moi. Cela peut paraître triste, mais honnêtement, après une 30aine d'années à être un bruit de fond, avoir quelqu'un qui vous regarde comme si vous comptiez est un peu révolutionnaire. Grégoire, pendant ce temps, a pris un chemin différent. Il a rebondi après l'université, un emploi dans la vente ici, une start-up là, une brève et malheureuse tentative de spéculation boursière qui, j'en suis presque sûr, lui a coûté environ 37 000 € qu'il n'avait pas. Mais Grégoire retombait toujours sur ses pattes car Grégoire avait toujours des gens prêts à le rattraper. Nos parents co-signaient des prêts. Notre oncle lui trouvait des emplois. Ses copains d'université le laissaient dormir sur leur canapé. Et il y a environ 2 ans, il a rencontré Delphine. Maintenant, Delphine, je veux être juste envers Delphine, mais je veux aussi être honnête. Delphine est le genre de personne qui se présente en vous disant combien a coûté sa bague de fiançailles. Elle a cette esthétique parfaite pour Instagram où tout dans sa vie doit ressembler à une page de magazine. Et elle parle de concevoir des expériences comme si elle dirigeait un musée au lieu de planifier un brunch. Elle et Grégoire sont en fait parfaits l'un pour l'autre car ils sont tous les deux obsédés par les apparences et allergiques à la profondeur. Ils se sont fiancés il y a environ 10 mois et la planification du mariage est immédiatement devenue une production à grande échelle.
Delphine voulait un mariage de destination dans un château historique de la vallée de la Loire. On parle d'une liste de 250 invités, d'un orchestre de 12 musiciens, d'arrangements floraux sur mesure expédiés de je ne sais où. Le tout était budgétisé à environ 157 000 €, ce qui est une somme d'argent absolument folle à dépenser pour une fête. Mais bon, c'est leur vie. Ou plus précisément, c'est l'argent de mes parents parce que Nicole et Alain ont proposé de couvrir environ 60% de la somme. Grégoire et Delphine devaient s'occuper du reste. C'est ici que les choses ont commencé à devenir bizarres. Environ 4 mois avant le mariage, Grégoire m'a appelé. C'était inhabituel car Grégoire ne m'appelait presque jamais à moins d'avoir besoin de quelque chose. Nous avions le genre de relation où nous nous voyions au fait, faisions la conversation sur le sport, puis ne nous parlions pas pendant 3 mois. Mais il a appelé et après environ 90 secondes de fausses nouvelles, il en est venu au fait. Alors, Adrien, nous préparons la liste finale des invités, et Delphine et moi avons discuté de la disposition des places et du budget et de tout le reste, et nous voulions te soumettre une idée. J'ai dit, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, nous sommes vraiment juste au niveau des effectifs. La salle a une limite stricte et nous sommes déjà en dépassement d'environ 20 personnes. Et honnêtement, comme tu es à Lyon et que tu dois voyager et tout ça, nous avons pensé que ce serait peut-être plus facile pour tout le monde si tu te contentais, tu sais, d'envoyer un cadeau au lieu de venir. J'ai vraiment ri. Je pensais qu'il plaisantait. J'ai dit, tu es en train de me dire de ne pas venir à ton mariage? Il a fait marche arrière immédiatement. Non, non, ce n'est pas comme ça. C'est juste que nous devons faire des choix difficiles et nous nous sommes dit que comme tu n'es pas très proche de beaucoup d'autres invités, tu pourrais te sentir mal à l'aise de toute façon. Nous essayons de rendre les choses confortables pour tout le monde. Confortable pour tout le monde. C'est ce qu'il a dit. Comme si ma présence à son mariage serait une sorte de désagrément qui devait être géré. Je lui ai dit que j'y réfléchirais et j'ai raccroché. Je suis resté assis sur mon canapé pendant un long moment après cela, avec la tête de Milo sur mes genoux, essayant juste d'assimiler la chose. Mon propre frère ne voulait pas de moi à son mariage. Pas à cause d'une dispute, pas à cause d'une rancune, mais parce que je n'étais pas assez important pour justifier une place assise. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. Gênant, blessant, mais peu importe. J'avais fait face à cela toute ma vie. Mais ensuite, environ 3 semaines plus tard, l'invitation est arrivée par la poste. Une épaisse enveloppe crème, des lettres dorées en relief, la totale. Je l'ai ouverte et à l'intérieur se trouvait l'invitation de mariage standard avec toute la belle calligraphie, et glissée derrière, il y avait une petite carte avec l'écriture de Delphine. Je l'ai lue 2 fois pour m'assurer que je voyais bien. Elle disait, « Adrien, nous sommes tellement heureux que tu comprennes la situation des places assises. Nous préférerions vraiment un chèque à ta présence, car cela nous aiderait avec les frais de mariage restants. Tout ce que tu peux contribuer signifierait le monde pour nous. » Détail de la liste de mariage ci-joint. Je me tenais dans ma cuisine en tenant cette carte et je l'ai juste fixée. Claire est entrée et m'a demandé ce qui n'allait pas et je la lui ai tendue sans rien dire. Elle l'a lu, m'a regardé et a dit, « Tu te moques de moi. » Je ne me moquais pas d'elle, et eux non plus apparemment. Pendant environ 1 semaine après l'arrivée de cette invitation, je n'ai rien fait. Je l'ai juste laissée sur le comptoir de la cuisine comme une sorte d'artefact maudit. Chaque fois que je passais devant, je jetais un coup d'œil à la petite carte de Delphine et je ressentais ce drôle de mélange de colère et de résignation. Comme lorsque vous marchez dans une flaque d'eau en chaussettes et que vous êtes en colère, mais sans surprise car l'univers marche sur vos chaussettes depuis toujours. Claire, à son crédit, était furieuse pour moi. Elle vient d'une grande famille du Sud-Ouest où tout le monde est présent pour tout. Mariage, remise de diplôme, le match de foot des enfants de votre cousin un mardi. Vous êtes là. C'est ce que fait la famille. Alors, l'idée que quelqu'un demande activement à son propre frère de rester à la maison et d'envoyer simplement un chèque était, selon les mots de Claire, la chose la plus de mauvais goût que j'ai jamais entendue de ma vie. Mais je lui ai dit de laisser tomber. J'ai dit que ça ne valait pas la peine de se battre. Et j'y ai cru pendant environ 5 jours jusqu'à ce que ma mère appelle. Adrien, mon chéri, je voulais juste prendre des nouvelles concernant le mariage. Grégoire a mentionné que tu pourrais ne pas venir et je veux juste que tu saches que nous comprenons. C'est un long trajet en TGV et je sais que tu es occupé avec le travail. Elle a dit cela comme si c'était ma décision.
Comme si j'avais choisi de ne pas y aller plutôt que d'avoir reçu l'ordre de ne pas venir. Et ce recadrage, cette petite torsion du récit est quelque chose que ma famille a fait toute ma vie. Chaque fois que j'étais mis de côté, c'était présenté comme mon choix. Adrien n'est pas venu au repas de famille parce qu'il est tellement indépendant. Adrien n'a pas eu de fête de remise de diplôme parce qu'il a dit qu'il n'en voulait pas. Adrien va bien. Adrien va toujours bien. J'ai dit, maman, Grégoire t'a-t-il dit ce qu'il y avait dans l'invitation qu'il m'a envoyée? Elle a fait une pause. Il a dit que vous en aviez parlé tous les deux et que tu étais d'accord pour envoyer un cadeau à la place. T'a-t-il dit qu'il y avait un mot dans l'invitation qui disait littéralement qu'il préférait un chèque à ma présence? Long silence. Puis, je suis sûr que Delphine ne le pensait pas comme ça, mon chéri. Elle est juste stressée avec toute la planification. Tu sais comment sont les mariages. Je ne savais pas, en fait, comment étaient les mariages car je n'avais jamais été désinvité de l'un d'eux auparavant, mais j'ai encore laissé couler parce que c'est ce que je fais. C'est ce que fait Adrien. Les semaines suivantes ont été un lent compte-gouttes de petites humiliations. J'ai découvert par l'intermédiaire de mon cousin Rémi que Grégoire avait invité des gens dont je n'avais jamais entendu parler. Des amis d'université, des connaissances de travail, la prof de yoga de Delphine, son agent immobilier. Son agent immobilier a eu une place à table, mais pas moi. Quand Rémi me l'a dit, il avait l'air sincèrement mal à l'aise, comme s'il annonçait un décès, ce qui d'une certaine manière était le cas, je suppose. La mort de toute illusion que j'avais que mon frère me considérait comme sa famille. Ensuite, il y a eu la discussion de groupe. Grégoire avait créé une discussion de groupe sur le mariage pour la famille et j'y étais, ce qui ressemblait à une forme particulière de torture. Tous les jours, c'était des photos de dégustation de gâteaux, d'essayage de robes, de visites de lieux. Delphine a publié une visite vidéo du château de la Vallée de la Loire et a déclaré « Notre lieu de rêve pour notre jour de rêve avec notre liste d'invités de rêve. » Notre liste d'invités de rêve. Celle-là a fait mal. J'ai mis la discussion en sourdine mais j'ai continué à la vérifier comme un imbécile. Environ un mois avant le mariage, Grégoire a publié « Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à rendre ce jour possible. Nous avons atteint 80% de notre objectif de collecte de fonds. Vous êtes incroyables. » Un objectif de collecte de fonds. Comme s'il s'agissait d'un gala de charité et non d'un mariage financé par nos parents et par les dons de culpabilité de nos proches. Claire a fini par m'asseoir un soir. Nous venions de terminer le dîner et Milo faisait son tour de salon d'après-repas, ce qui implique qu'il tourne en rond exactement 4 fois, puis s'effondre sur son lit comme s'il venait de terminer un triathlon. Claire m'a regardé avec cette expression qu'elle prend lorsqu'elle est sur le point de dire quelque chose que j'ai besoin d'entendre mais que je ne veux pas. Adrien, je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu me répondes honnêtement. D'accord. Es-tu blessé par ça ou fais-tu juste semblant de ne pas l'être? J'ai ouvert la bouche pour dire que j'allais bien parce que c'est le réflexe. C'est la mémoire musculaire de 34 ans où j'allais bien. Mais Claire me connaît mieux que quiconque. Et elle me regardait avec cette combinaison d'amour et d'impatience qui rendait tout mensonge impossible. Oui, ai-je dit. Je suis blessé. Bien. Alors fais quelque chose à ce sujet. Comme quoi? L'appeler et crier. Débarquer au mariage. Qu'est-ce que ça accomplirait? Je ne sais pas. Mais rester assis ici à prétendre que tu vas bien pendant que ton propre frère te traite comme un distributeur de billets sur pattes ne marche pas pour toi. Je le vois bien. Tu es plus silencieux. Tu vérifies cette stupide discussion de groupe toutes les heures. Tu as brûlé les œufs ce matin et tu ne brûles jamais les œufs. Elle avait raison pour les œufs. C'était vraiment inhabituel pour moi. La chose qui m'a finalement poussé à bout n'a pas été un grand moment. Ce fut un petit moment. Environ 3 semaines avant le mariage, mon père m'a appelé. Alain est un homme silencieux, un électricien à la retraite qui communique principalement par des grognements et des opinions sportives. Il ne fait pas de conversations émotionnelles, mais il m'a appelé un mercredi soir, ce qui était inhabituel. Et après quelques banalités sur les chances de l'Olympique lyonnais cette saison, il a dit quelque chose qui m'a frappé comme un camion. Écoute, mon fils. Je sais que cette histoire de mariage est compliquée, mais ta mère et moi pensons qu'il est vraiment généreux de ta part de te retirer pour que Grégoire et Delphine puissent avoir leur journée sans aucun stress supplémentaire. C'est vraiment mature de ta part. Du stress supplémentaire. Mon existence était un stress supplémentaire. J'ai dit, papa,
tu sais, ils m'ont demandé de ne pas venir, n'est-ce pas? Ce n'était pas mon idée. Et mon père, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo, à changer un pneu et à serrer la main fermement, a dit, eh bien, parfois, la famille signifie faire des sacrifices les uns pour les autres. Grégoire a beaucoup à faire en ce moment. Quelque chose a fait un déclic dans ma tête à ce moment-là. Pas une rupture, pas une cassure, plutôt comme un engrenage coincé depuis 34 ans qui se mettait enfin à tourner. J'ai réalisé que rien de ce que je pourrais dire à mes parents ne changerait la dynamique. Ils n'allaient pas se réveiller et voir la réalité. Grégoire allait toujours être la priorité. Et plus j'essayais d'être compréhensif, plus ils utiliseraient ma compréhension contre moi. Ma volonté d'être blessé en silence était reconditionnée en générosité. Et j'en avais marre. Ce soir-là, je me suis assis à la table de la cuisine avec un verre de vin et un stylo, et j'ai longuement réfléchi. Claire lisait sur le canapé, et Milo ronflait à ses pieds, et la maison était calme. Et j'ai pris une décision. S'ils voulaient un chèque au lieu de ma présence, j'allais leur donner exactement ce qu'ils avaient demandé. J'ai sorti mon chéquier. J'ai fait un chèque à Grégoire et Delphine pour exactement 1 euro. Sur la ligne de mémo, j'ai écrit « Pour la liste d'invités de rêve à laquelle je n'étais pas assez bien pour figurer ». Je l'ai mis dans une enveloppe, j'y ai collé un timbre et je l'ai adressé au lieu de réception dans la vallée de la Loire. Prévu pour arriver la veille du mariage. Puis je me suis reculé et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas de la colère, pas de la tristesse, juste de la clarté, comme si j'avais enfin arrêté de prétendre que l'eau était chaude alors que j'étais mort de froid tout le temps. Claire a levé les yeux de son livre et a dit « Pourquoi souris-tu ? Je viens de faire un chèque de mariage à mon frère. » Pour combien ? 1 euro. Elle m'a fixé pendant environ 3 secondes, puis a éclaté de rire si fort que Milo s'est réveillé et nous a regardés tous les deux comme si nous avions perdu la tête. Et peut-être que c'était le cas, mais honnêtement, c'était fantastique. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était l'ampleur des dégâts que 12 mots sur une ligne de mémo pouvaient causer. Parce que ce chèque n'est pas seulement arrivé sur le lieu de l'événement. Il est arrivé pendant le dîner de répétition, remis en main propre par le coordinateur du lieu, juste devant tout le cortège nuptial. Et ce qui s'est passé ensuite était quelque chose que je n'aurais pas pu mieux scénariser si j'avais essayé. Le soir du dîner de répétition, j'étais chez moi à Lyon en train de préparer des tacos avec Claire quand mon téléphone a commencé à sonner comme si quelqu'un avait déclaré une urgence nationale. D'abord, ce fut un texto de Rémi. « Mon frère, qu'est-ce que tu as fait ?» Puis un de ma cousine Anaïs. « Oh mon Dieu, Adrien. » Puis 3 appels manqués de ma mère en l'espace d'environ 2 minutes. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je suis juste resté là, tenant une spatule et une poignée de fromage râpé, regardant mon téléphone vibrer sur le comptoir comme une planche spirit possédée. Claire m'a regardé et a dit, « C'est arrivé, n'est-ce pas ?» Apparemment oui. Environ 10 minutes plus tard, Grégoire a appelé. J'ai laissé sonner 4 fois, puis j'ai décroché. De toute ma vie, je n'avais jamais entendu mon frère aussi en colère. Et je l'ai pourtant entendu perdre un championnat de pronostic de football sur un mauvais choix un lundi soir. C'est dire. Il a élevé la voix avant même que je porte le téléphone à mon oreille. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? 1 euro ? Tu m'as envoyé 1 euro ? » Avec ce mot ? Le coordinateur me l'a remis devant les parents de Delphine. Adrien, son père a lu la ligne de mémo à voix haute. « Comprends-tu ce que tu as fait ? » Je suis resté calme. Tu m'as dit que tu préférerais un chèque à ma présence. J'ai envoyé un chèque. Ce n'est pas drôle. C'est mon mariage. Tu essaies de me mettre dans une situation embarrassante. Non, Grégoire. Tu m'as mis dans une situation embarrassante. Tu as désinvité ton propre frère et tu as ensuite envoyé un mot pour demander de l'argent. J'ai juste répondu honnêtement. Il s'est tu un instant et j'ai pu entendre Delphine en arrière-plan dire quelque chose de sec et rapide que je n'ai pas pu distinguer. Puis Grégoire est revenu, la voix plus basse maintenant, essayant une approche différente. Écoute, je sais qu'il y a eu un malentendu. Le mot était l'idée de Delphine et elle ne le pensait pas comme ça en avait l'air. Mais tu aurais pu juste m'appeler au lieu de faire ce coup-là. Je t'ai appelé. Tu m'as dit que ce serait plus facile pour tout le monde si j'envoyais juste un cadeau. J'ai envoyé un cadeau. Il m'a raccroché au nez. J'ai posé le téléphone, j'ai fini de préparer les tacos et je me suis assis pour dîner avec Claire,
ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas de la culpabilité, pas de l'anxiété, juste une paix tranquille. Parce que pour la première fois, je n'avais pas ravalé mes sentiments pour maintenir la paix. J'avais dit quelque chose, même si je l'avais dit sur une ligne de mes mots. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était les retombées. Pas de la part de Grégoire. Je m'attendais à ce qu'il soit en colère. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la tempête de feu absolue du reste de ma famille. Ma mère a appelé le lendemain matin, le jour même du mariage, et elle pleurait. Pas pour moi, pas pour le fait que son plus jeune fils ait été exclu d'un événement familial important. Elle pleurait parce que les parents de Delphine étaient bouleversés, que Grégoire était stressé et que le dîner de répétition avait été gâché par la gêne causée par le chèque. Et comment pouvais-je faire cela à mon propre frère lors du week-end le plus important de sa vie? Je l'ai laissé parler. Puis j'ai dit, « Maman, est-ce que quelqu'un dans cette pièce a pensé que c'était n'importe quoi que je ne sois pas invité au mariage de mon propre frère ?» Elle a fait une pause. « C'est entre toi et Grégoire. C'est entre nous tous. Papa et toi m'aviez dit que c'était généreux de ma part de me retirer. Vous l'avez aidé à réécrire l'histoire pour qu'il ait l'air raisonnable, et j'avais l'air de choisir de ne pas venir. Ce n'est pas ce qui s'est passé. » Une autre pause. Puis, je ne pense pas que ce soit le moment pour ça, Adrien. Ce n'était jamais le moment. C'était bien là le problème. Ce n'était jamais le moment de parler de ce que je ressentais, de ce dont j'avais besoin ou de ce que j'avais absorbé pendant 3 décennies. Il y avait toujours quelque chose de plus important, de plus urgent, les sentiments de quelqu'un d'autre qui prenait le pas. Après cet appel, j'ai reçu un texto de mon père qui tenait en 3 mots. Vraiment déçu, fils. Celui-là m'a vraiment touché. Je l'ai fixé pendant un moment, assis sur la terrasse arrière avec Milo appuyé contre ma jambe. Et j'ai senti la vieille programmation se mettre en marche. La voix qui dit, tu devrais t'excuser. Tu devrais arrondir les angles. Tu devrais être la personne la plus grande. Ce qui, dans ma famille, signifiait toujours être la plus petite personne, celle qui se fait toute petite pour que tout le monde ait de la place. Mais Claire est sortie avec 2 tasses de café, s'est assise à côté de moi et a dit, « Tu vas bien ? Mon père est déçu de moi. Ton père devrait être déçu de Grégoire. » Et juste comme ça, la culpabilité s'est estompée car elle avait raison. La personne qui devrait recevoir le texto de déception est la personne qui a désinvité son frère, pas la personne qui a répondu au manque de considération par un rappel à la réalité à 1 euro. Le mariage a eu lieu sans moi. J'ai vu les photos sur les réseaux sociaux. Lieu magnifique, fleurs superbes, tout le monde souriant comme si de rien n'était. Grégoire était très beau. Delphine avait l'air de sortir d'un magazine de mariage. Il y avait 248 invités à cette réception, y compris un agent immobilier, une prof de yoga et le colocataire d'université de Grégoire qui a un jour vomi dans la fougère en pot de ma mère à un repas de famille. Mais pas moi. J'ai désactivé mes comptes de réseaux sociaux ce soir-là. Pas dans un geste dramatique, juste parce que je n'avais pas besoin de continuer à regarder une fête à laquelle on m'avait dit que je n'étais pas assez bien pour assister. Pendant les 2 mois qui ont suivi, les choses ont été calmes. Ma famille a essentiellement cessé de me parler. Pas d'appel pour mon anniversaire, pas de texto pour prendre des nouvelles. C'était comme si j'avais été discrètement excommunié pour le crime d'avoir des sentiments. Et honnêtement, le silence était à la fois douloureux et libérateur. Douloureux parce que la famille reste la famille, peu importe à quel point elle est dysfonctionnelle. Libérateur parce que je n'avais pas réalisé combien d'énergie je dépensais pour des gens qui n'en dépensaient aucune pour moi. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail. J'étais dans mon entreprise depuis environ 8 ans à ce moment-là, faisant du bon travail sur des projets structurels commerciaux, et mon patron Marc laissait entendre depuis un moment qu'il y avait de la place pour évoluer. Quelques semaines après le mariage, il m'a fait venir dans son bureau et m'a dit qu'il me recommandait pour un poste de chef de projet senior. Cela s'accompagnait d'une augmentation significative, de ma propre équipe et de la chance de diriger un projet majeur de développement à usage mixte en centre-ville. Je l'ai accepté et j'ai foncé. Pour la première fois de ma carrière, je ne me contentais pas de faire du bon travail dans l'ombre. Je prenais des décisions, je faisais des présentations aux clients, j'encadrais de jeunes ingénieurs. Claire a dit que je semblais différent, plus grand, a-t-elle dit, ce qui était drôle car je fais toujours le même 1,80 m. Mais je savais ce qu'elle voulait dire. Je prenais de la place au lieu de me recroqueviller dans les coins.
J'ai aussi commencé à consulter un thérapeute, un type nommé Serge, qui avait cette énergie calme et sensée qui me rappelait un mécanicien très sage. Vous lui disiez ce qui n'allait pas et il hochait la tête, puis vous expliquait exactement quel boulon était desserré et comment le resserrer. Il m'a aidé à comprendre quelque chose que je n'avais jamais pu formuler. Que j'avais passé ma vie entière à jouer le rôle de l'enfant facile. Et que ce rôle m'avait coûté ma propre identité. Je n'allais pas bien. Je n'étais jamais allé bien. J'avais juste été silencieux et ma famille avait pris mon silence pour du contentement. Vers cette époque, Rémi a pris contact. Il était le seul membre de la famille qui m'avait toujours traité comme une vraie personne. Il m'a appelé un soir et a dit, « Écoute, je ne connais pas toute l'histoire, et je ne prends pas parti, mais je veux que tu saches que ce qu'ils ont fait avec l'invitation au mariage était mal. Beaucoup de gens dans la famille le pensent, même s'ils ne le disent pas à voix haute. Cela signifiait plus pour moi qu'ils ne le savaient probablement. Je l'ai remercié et nous avons parlé pendant un moment de choses sans importance, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Mois après mois, les choses se sont améliorées. Mon projet se passait bien. Claire et moi parlions de notre avenir avec un sérieux que nous n'avions jamais eu auparavant. Milo a appris un nouveau tour, qui consistait simplement à s'endormir dans des positions de plus en plus absurdes. Mais nous l'avons compté. La vie était vraiment belle. Et quelque part dans un coin de mon esprit, il y avait cette petite conscience tranquille que l'histoire n'était pas encore terminée. Qu'une famille aussi théâtrale que la mienne ne reste pas silencieuse pour toujours. Quelque chose allait se passer. Je ne savais juste pas quoi. Il s'est avéré que quelque chose se passait déjà. Je n'avais juste pas encore toutes les informations. Environ 5 mois après le mariage, j'ai reçu un appel de Rémi qui a tout changé. C'était un dimanche matin. Claire était au marché fermier et j'étais sur le canapé avec Milo en train de regarder un documentaire sur les pieuvres, qui sont honnêtement des animaux terrifiants qui méritent plus de respect et peut-être leur propre système juridique. Mon téléphone a sonné et le nom de Rémi est apparu, et quelque chose dans le timing m'a semblé bizarre. Rémi envoyait généralement des textos. Il n'appelait que lorsque quelque chose était soit très drôle, soit très grave. « Tu es assis ?» a-t-il dit. Je suis allongé, en fait. Milo utilise mon ventre comme oreiller et je ne peux physiquement pas bouger. C'est assez bien. Alors, tu sais comment le mariage de Grégoire et Delphine a coûté une fortune. Je suis au courant. Oui, j'ai reçu les mises à jour de la collecte de fonds, n'est-ce pas? Eh bien, chose amusante à ce sujet, ils n'ont en fait pas réuni assez d'argent pour le couvrir. Loin de là. Ils ont environ 45 000 € de dette à cause du mariage. Et apparemment, ils se disputent à ce sujet sans arrêt depuis la lune de miel. Je me suis assis si vite que Milo a dégringolé du canapé et m'a lancé un regard de profonde trahison. 45 000 €. Comment est-ce possible? Maman et papa ont couvert 60%. Ils ont couvert 60% du budget initial. Delphine a continué à améliorer les choses. L'orchestre est devenu un ensemble de 12 musiciens. Les fleurs ont été triplées. Elle a ajouté un spectacle de drones lumineux à la réception. Adrien, un spectacle de drones lumineux. Comme si c'était les Jeux Olympiques. Un spectacle de drones lumineux. Je n'invente rien. Bref, les coûts supplémentaires se sont accumulés et Grégoire en a mis la plus grande partie sur des cartes de crédit et un prêt personnel. Et maintenant, ils ne peuvent pas faire les paiements. Il est retourné voir tes parents pour obtenir de l'aide et ils ont dit qu'ils avaient déjà donné plus que ce qu'ils pouvaient se permettre. Et voici le clou du spectacle. Grégoire a lancé une entreprise parallèle il y a environ 3 mois pour essayer de gagner de l'argent supplémentaire, une sorte de truc de conseil. Mais d'après ce que je peux voir, il s'agit essentiellement pour lui d'appeler des gens à froid et d'essayer de vendre des services d'accompagnement en entreprise, et il a 0 client. J'ai assimilé cela pendant un moment. Mon frère, qui n'avait jamais dirigé aucune entreprise avec succès, essayait maintenant de vendre à d'autres personnes des conseils sur la façon de gérer leurs entreprises. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu l'étaler sur du pain grillé. « Pourquoi tu me dis ça ?» ai-je demandé. « Parce que je suis sûr à environ 90% qu'il va venir te demander de l'argent. » Son nom a été évoqué lors d'un dîner de famille la semaine dernière et ta mère a mentionné que tu avais obtenu une grosse promotion, et Grégoire est devenu très silencieux, puis a demandé quel genre de promotion. Je pouvais voir les rouages tourner, mec. J'ai remercié Rémi, j'ai raccroché et je suis resté assis là à réfléchir.
Une partie de moi, l'ancien Adrien, se sentait mal. Les dettes sont stressantes. La pression financière peut détruire un mariage. Je ne souhaiterais cela à personne, même à quelqu'un qui m'a blessé. Mais l'autre partie, la partie que Serge le thérapeute m'avait aidé à exhumer sous 34 ans de complaisance, a immédiatement reconnu le schéma. Grégoire avait des ennuis. Et quand Grégoire avait des ennuis, il venait me voir. Pas parce qu'il m'appréciait, mais parce que j'étais sûr. J'étais celui qui disait toujours oui, qui aidait toujours, qui absorbait toujours le coup sans se plaindre. Pas cette fois. Quelques semaines plus tard, l'appel est arrivé. Pas de Grégoire directement, de ma mère. Parce que bien sûr. Nicole a toujours été l'équipe de repérage, celle qui prépare le terrain avant que Grégoire ne fasse sa demande. Elle a appelé un mercredi soir avec cette voix particulière qu'elle utilise lorsqu'elle est sur le point de demander quelque chose d'important tout en faisant semblant de faire la conversation. « Adrien, mon chéri, comment vas-tu? Comment va le travail? Comment va Claire? Comment va ton chien mignon ?» Elle ne demandait jamais des nouvelles de Milo. Il se tramait définitivement quelque chose. Après environ 10 minutes de petite discussion performative, elle en est venue au fait. « Écoute, je ne veux pas rendre les choses gênantes, mais ton frère traverse une période vraiment difficile. Les coûts du mariage ont fini par être plus élevés que prévu, et lui et Delphine subissent beaucoup de pression financière. Ton père et moi avons fait ce que nous pouvions, mais nous avons un revenu fixe maintenant, et nous n'avons tout simplement pas les moyens d'aider davantage. » D'accord, ai-je dit, et j'ai attendu. Et je sais que les choses entre vous deux ne sont pas géniales en ce moment, mais il est toujours ton frère, Adrien. La famille est de la famille et avec ton nouveau poste et tout le reste, j'ai pensé que tu pourrais peut-être envisager de lui prêter de l'argent juste pour traverser cette mauvaise passe. C'était donc ça le plan. M'exclure de la fête de famille. Ne pas me parler pendant des mois, puis se pointer quand la facture arrive à échéance. Et la beauté de la chose, c'est que ma mère ne voyait pas du tout l'ironie de la situation. Dans son esprit, c'était tout à fait raisonnable. La famille est de la famille. Sauf si ce membre de la famille a besoin d'une place à un mariage, alors la famille peut aller se faire voir. J'ai dit, de combien parlons-nous? Eh bien, Grégoire a dit qu'environ 18 000 € l'aiderait vraiment à se remettre sur pied. 18 000 € pour le frère qui m'a dit que ma présence à son mariage ne valait pas une chaise. Pour le couple qui m'a envoyé un mot pour demander un chèque, il voulait maintenant un chèque avec beaucoup plus de zéros. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit. Bien sûr, mon chéri. Prends ton temps. Et Adrien, cela signifierait vraiment beaucoup pour ton frère. Il parle de toi plus que tu ne le penses. J'en doutais fort, à moins que parler de moi ne signifie me mentionner quand il a besoin de quelque chose, mais j'ai gardé cette pensée pour moi. Ce soir-là, j'en ai parlé à Claire. Nous nous sommes assis sur la terrasse arrière avec des verres de vin et j'ai exposé toute la situation. Claire a écouté attentivement, ce qui est l'une de ses meilleures qualités. Elle ne réagit pas immédiatement. Elle assimile, y réfléchit, puis dit quelque chose qui va droit au but. Tu ne vas pas lui donner l'argent. Elle l'a dit sans que ce soit une question. Non, mais je veux gérer ça correctement. Pas par dépit, pas par vengeance. Je veux juste être honnête pour une fois. Alors sois honnête. Mais sois honnête avec tout le monde, pas seulement avec Grégoire. Elle avait raison. Le problème n'était pas seulement Grégoire. C'était le système tout entier. Mes parents, le récit familial, les décennies de complaisance. Si j'allais enfin m'affirmer, je devais m'affirmer face à tout cela. Au cours de la semaine suivante, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai écrit une lettre, pas un texto, pas un courriel, une vraie lettre sur papier, de ma propre écriture. Je l'ai adressée à mes parents avec une copie pour Grégoire. Il m'a fallu 3 brouillons et une séance avec Serge pour la réussir. La lettre était simple. J'ai exposé ce qui s'est passé clairement et sans mélodrame. L'appel téléphonique où Grégoire m'a demandé de ne pas venir. Le mot dans l'invitation, la réponse de mes parents, recadrant mon exclusion comme mon choix, le commentaire de mon père sur le stress supplémentaire, les mois de silence après le mariage. Et maintenant la demande de 18 000 € d'un frère qui ne pouvait pas prendre la peine de me garder une place à sa table. Je n'ai pas crié dans la lettre. Je n'ai pas juré. Je n'ai pas menacé.
J'ai juste dit la vérité simplement et j'ai terminé par ceci. J'aime cette famille, mais je ne continuerai pas à financer mon propre effacement. Je ne donne pas d'argent à Grégoire et je ne fais pas semblant que ce qui s'est passé est acceptable. Si vous voulez une relation avec moi, cela commence par reconnaître ce qui s'est réellement passé, pas la version qui rend tout le monde à l'aise. Je l'ai posté un vendredi. 2 copies, une à la maison de mes parents, une à l'appartement de Grégoire et Delphine. Puis j'ai attendu. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Ma mère a appelé samedi soir et pour la première fois de ma vie, elle n'a pas commencé par faire la conversation. Elle a juste dit, j'ai reçu ta lettre. Elle avait l'air différente. Pas en colère, pas sur la défensive. Plutôt comme quelqu'un qui vient de recevoir un seau d'eau froide sur la tête et qui en assimile encore la température. Ton père l'a lu aussi. Il n'a pas dit grand-chose. Tu sais comment il est. Mais il est resté assis dans son fauteuil pendant un long moment après. J'ai dit, je pensais chaque mot, maman. Je sais que oui. Longue pause. Je ne pense pas que nous ayons réalisé comment tout cela s'accumulait, Adrien. Chaque chose en soi semblait petite, mais tout lire ensemble comme ça avec ton écriture, ça ne semblait pas petit. C'était la chose la plus honnête que ma mère m'ait jamais dite. Ce n'était pas des excuses. Pas encore. Mais c'était la première fissure dans le mur, et c'était plus que je n'avais jamais eu auparavant. Grégoire, en revanche, ne l'a pas aussi bien pris. Mais j'étais prêt pour ça aussi. Grégoire s'est présenté chez moi un dimanche matin, à l'improviste, ce qui est l'équivalent familial d'un audit surprise. Claire était partie courir et j'étais dans la cuisine en train de faire du café quand j'ai entendu la sonnette, suivi de coups agressifs, suivi de Milo perdant complètement la tête parce que quelqu'un était à la porte. Et c'était la chose la plus excitante qui lui soit arrivée depuis qu'il a découvert qu'il pouvait atteindre le comptoir de la cuisine s'il se tenait sur ses pattes arrière. J'ai ouvert la porte et mon frère était là, ayant l'air de ne pas avoir dormi depuis 3 jours. Sa chemise était froissée, ses cheveux étaient en bataille, et il avait cette expression sauvage qui se situait quelque part entre la fureur et le désespoir. Il tenait ma lettre. Nous devons parler, a-t-il dit. D'accord, entre. Il est passé devant moi dans le salon et s'est tenu là, sans s'asseoir, tenant juste la lettre et vibrant d'énergie en quelque sorte. Milo a trottiné et a reniflé ses chaussures avec beaucoup d'enthousiasme, complètement inconscient de l'ouragan émotionnel de catégorie 5 qui était sur le point de toucher terre. Cette lettre. Grégoire a commencé à l'agiter vers moi. C'est de la manipulation. Tu essaies de me faire passer pour le méchant. Je n'essaie de te faire passer pour quoi que ce soit. J'ai écrit ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu un problème de place et que tu en as fait toute une histoire. Nous avions 250 personnes à accueillir. Des décisions devaient être prises. Et la décision a été de couper ton frère et d'inviter l'agent immobilier de Delphine. Ça a fait mouche. J'ai pu voir que ça l'avait touché parce que sa mâchoire s'est contractée et il a détourné le regard une seconde. Ce n'était pas ma décision. Delphine a géré la liste des invités. Le mot sur l'invitation aussi Delphine. Oui. L'appel téléphonique où tu m'as dit que ce serait plus facile si je ne venais pas. C'était Delphine, ça aussi? Il n'a pas répondu à celle-là parce qu'il ne pouvait pas. Cet appel venait entièrement de lui. Je me suis assis sur le canapé et je lui ai fait signe de s'asseoir. Il ne l'a pas fait au début. Il a fait les 100 pas dans le salon comme un animal en cage pendant que Milo le suivait du regard d'un côté à l'autre comme s'il regardait un match de tennis. Finalement, Grégoire s'est laissé tomber dans le fauteuil en face de moi et a mis sa tête dans ses mains. J'ai des problèmes, Adrien, a-t-il dit, et sa voix s'est brisée. La dette nous écrase. Delphine et moi nous disputons pour l'argent tous les jours. Mon entreprise de conseil ne marche pas, maman et papa ne peuvent plus aider. Je ne sais pas quoi faire. Pendant un moment, j'ai senti le vieil instinct remonter. Répare ça. Aide-le. Sois le bon frère, le frère facile, celui qui encaisse le coup. Mais j'avais passé des mois en thérapie à apprendre à reconnaître cet instinct pour ce qu'il était. Un mécanisme de survie de l'enfance qui ne me servait plus. Je suis désolé que tu traverses ça. J'ai dit, je le suis sincèrement, mais je ne vais pas te prêter d'argent, Grégoire. Pourquoi pas? Tu as un bon travail. Tu as été promu. Tu peux te le permettre. Que je puisse me le permettre n'est pas la question.
La question est que tu ne voulais pas de moi à l'événement le plus important de ta vie. Tu m'as littéralement dit que tu préférais un chèque. Et maintenant que tu as des ennuis, tu veux un plus gros chèque. Est-ce que tu vois à quoi ça ressemble de là où je suis assis? Il m'a fixé pendant un long moment. Et puis il s'est passé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Grégoire a commencé à pleurer. Pas des sanglots dramatiques, juste des larmes silencieuses coulant sur son visage alors qu'il était assis dans mon fauteuil, ressemblant à un homme qui venait de manquer de personne à blâmer. J'ai tout gâché, a-t-il dit. Le mariage, l'invitation, tout. J'ai laissé Delphine me convaincre que la liste des invités était une question d'image. Et j'ai suivi le mouvement parce que je suis toujours le mouvement quand c'est plus facile. Et je me suis dit que tu comprendrais parce que tu comprends toujours. Tu es la seule personne qui ne fait jamais d'histoire. C'est bien le problème. J'ai dit, vous avez tous compté sur moi pour ne pas faire d'histoire. Et pendant 34 ans, je n'en ai pas fait. Mais j'ai fini d'être la personne qui n'est utile que lorsqu'elle est pratique. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Milo, sentant la gravité émotionnelle de l'instant, a sauté sur le canapé et a mis sa tête sur mes genoux, ce qui était soit une profonde intelligence émotionnelle, soit sa façon de demander le petit déjeuner. Probablement le petit déjeuner. Je ne veux pas de ton argent, a finalement dit Grégoire. Je veux dire, je le veux évidemment, mais ce n'est pas pour ça que je suis venu ici. Je suis venu parce que j'ai lu ta lettre et que je n'arrivais pas à dormir parce que tout ce que tu as écrit était vrai et que je me suis dit le contraire pendant des mois. Alors qu'est-ce que tu veux? Je veux réparer ça. Je ne sais pas comment, mais je veux essayer. J'ai regardé mon frère, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas l'enfant chéri, pas le leader charmant, pas le gars qui avait toujours une combine, juste un gars qui avait profité de la bonne volonté de tout le monde pendant si longtemps qu'il n'avait jamais rien construit de réel. Et maintenant l'échafaudage s'effondrait. Réparer cela ne se fera pas en une seule conversation, ai-je dit. Et ça n'impliquera pas d'argent. Si tu veux une relation avec moi, cela commence par être honnête avec toi-même, avec maman et papa, avec tout le monde. Fini de laisser d'autres personnes payer pour tes décisions. Il a hoché la tête lentement. C'est juste. Et tu dois régler la situation financière par toi-même. Pas parce que je m'en fiche, mais parce qu'à chaque fois que quelqu'un te tire d'affaire, tu apprends que tu n'as pas à changer. Et tu dois changer, Grégoire. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais dite à une autre personne. Pas en colère, pas vindicatif, juste honnête. Et ça a fait l'effet de déposer un poids que je portais depuis que j'étais un gamin debout dans un couloir plein de photos de quelqu'un d'autre. Grégoire est parti cet après-midi-là. Nous ne nous sommes pas enlacés. Nous n'avons pas eu de grands moments de cinéma où tout est soudainement réparé. Il a marché vers sa voiture, s'est retourné et a dit, « Je suis désolé pour le mariage, Adrien. » Vraiment. Je sais, ai-je dit. Et je le pensais. Au cours des mois suivants, les choses ont changé lentement. Ma mère a appelé environ une semaine plus tard et s'est réellement excusée. Pas parfaitement, mais elle a dit, « Je pense que nous t'avons fait défaut de manière que je ne vois que maintenant, et je suis désolé. » Mon père a envoyé un texto. J'avais tort à propos du commentaire sur le stress. Tu n'es pas un stress. Tu es mon fils. Pour Alain, c'était fondamentalement un sonnet shakespearien. Grégoire et Delphine ont vendu son véhicule de luxe et ont emménagé dans un appartement plus petit. Ils ont mis en place un plan de remboursement des dettes et Grégoire a pris un vrai travail dans une entreprise de logistique au lieu de poursuivre le fantasme de l'entrepreneur. Lui et moi avons recommencé à parler lentement. Un café une fois par mois, des textos ici et là. Rien de forcé, rien de faux, juste deux frères cherchant à quoi ressemble l'honnêteté après 30 ans de dysfonctionnement. Quant à moi, mon projet a été réalisé en dessous du budget et en avance sur le calendrier, ce qui dans la construction est fondamentalement un miracle. Marc m'a proposé une voie d'association. Claire et moi nous sommes fiancés. Nous prévoyons un petit mariage, 50 personnes, la famille, des amis proches, et absolument aucun objectif de collecte de fonds. J'ai envoyé l'invitation à Grégoire personnellement. Pas de petite carte, pas de ligne de mémo, juste une simple invitation et un appel téléphonique où j'ai dit « Je te veux là-bas ». C'est tout. Il a dit qu'il serait là et je le crois. La semaine dernière, je promenais Milo dans le quartier et je suis passé devant l'une de ces petites boîtes à livres gratuites. À l'intérieur,
il y avait un livre sur la dynamique familiale. Le titre disait quelque chose sur la façon dont les rôles que nous jouons dans l'enfance deviennent les prisons dans lesquelles nous vivons en tant qu'adultes. Je ne l'ai pas pris car Milo me tirait vers un écureuil avec l'urgence d'un homme qui a repéré son ennemi mortel. Mais le titre m'est resté en tête. J'ai été l'enfant facile pendant 34 ans. Celui qui n'avait besoin de rien, qui ne demandait rien. Qui ne faisait pas d'histoire. Et tout ce que cela m'a coûté, c'est ma voix, mon respect de moi-même et une place au mariage de mon propre frère. Mais voici la chose. Ce chèque d'1 €, ces 12 mots sur une ligne de mémo, ils n'ont pas seulement envoyé un message à Grégoire. Ils m'ont envoyé le message que j'en avais fini d'être silencieux, fini d'être pratique, fini d'aller bien. Je ne vais plus bien. Je vais super bien. Commentaire, je tenais à partager avec vous à quel point cette histoire m'a profondément fait réfléchir. Ce qui m'a le plus touché, c'est l'importance de préserver son estime de soi, même face à sa propre famille. Poser des limites claires n'est pas un acte égoïste, c'est une forme de respect envers soi-même. On a souvent tendance à se taire pour éviter les conflits, mais cela peut nous coûter notre équilibre intérieur. La vraie guérison commence quand on arrête de jouer un rôle qui nous étouffe depuis des années. Prendre ses responsabilités, c'est aussi oser dire non quand quelque chose ne nous convient plus. La gentillesse authentique ne signifie jamais s'effacer complètement pour faire plaisir aux autres. Je vous invite sincèrement à réfléchir à vos propres relations et à ce que vous acceptez peut-être en silence depuis trop longtemps. Choisir sa paix intérieure demande du courage, mais c'est souvent le geste le plus libérateur que l'on puisse faire pour soi. Et n'oubliez jamais que vous méritez d'être traité avec le même respect que vous offrez aux autres. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.